Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes samedi 15 novembre 2025, il est 8 heures. Comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir en votre compagnie une page santé puisque nous sommes en plein mois de novembre et qui dit mois de novembre, on pense à la couleur bleue donc qui est relative justement à la sensibilisation au cancer de la prostate et justement par rapport au diagnostic précoce. Et justement, la télévision algérienne accompagne pardon, toute une campagne de sensibilisation au dépistage précoce à la prostate et ça se passera donc du côté de la wilaya de Tizi Ouzou. La directrice donc de la santé de la wilaya sera parmi nous ce matin pour revenir sur cette campagne de sensibilisation. Et aujourd'hui, notre amie Amina Ziré sera parmi nous exceptionnellement. Elle reviendra sur le Salon international de l'artisanat traditionnel donc qui va se clôturer aujourd'hui même et qui se passe d'ailleurs du côté du palais de la culture. Et nous terminerons l'émission en compagnie de Ahmed Ghali qui sera parmi nous ce matin, mais il va revenir sur les origines, l'histoire, la signification même donc de la musique classique algérienne connue communément par la musique andalouse. Excusez-moi, et nous aurons aussi une autre invitée de marque aujourd'hui, puisque la bibliothèque qui concerne l'histoire de la musique classique algérienne s'enrichit avec l'édition d'un beau livre. Ça s'est passé à l'occasion du Salon international du livre d'Alger, et c'est une anthologie, un beau livre qui revient sur la musique classique algérienne et particulièrement le chant féminin d'Alger. C'est un livre qui a été donc rédigé par elle-même. Donc c'est une fille, on va dire, de la musique andalouse. Il s'agit de Fazilet Drif. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Il va y avoir donc comme d'habitude une pause musicale. Ce sera en compagnie de Tiko Bawin et le groupe Day qui nous interpréteront la belle chanson Riwaya que nous allons dédier ce matin à nos amis, puisque nous avons de bonnes nouvelles finalement à vous annoncer aujourd'hui, puisque la famille de Canal Algérie s'agrandit. Notre amie Wafa Witis, donc elle vient d'accueillir un nouveau-né, donc un nouveau recrue à la famille. Il s'agit de Sami. Alors félicitations Mounia au nom de toute l'équipe de Canal Algérie, mais aussi donc de la part de l'équipe de la Régie 7. Voilà, donc nous allons écouter ensemble cette musique et on revient juste après. في ليلة
كيفاش ننساك ابن البشر انتي القمر في الليلة السمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية Voilà, donc de retour sur le plateau, très très belle chanson donc, qui a regroupé le groupe Tikubawin et aussi le groupe Day. C'était donc une chanson Riwaya, très belle chanson. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la santé, particulièrement en novembre bleu, donc couleur très symbolique qui représente donc, le cancer de la prostate qui prend malheureusement de plus en plus d'ampleur et raison pour laquelle plusieurs campagnes de sensibilisation et particulièrement au dépistage précoce sont organisées. Cette fois-ci, nous allons revenir sur une campagne dont la télévision algérienne d'ailleurs accompagne et nous en parlons en compagnie du docteur Samira Senen. Docteur, bonjour, marhaba bik. Bonjour, c'est parfait. Marhaba bik. Alors vous représentez aujourd'hui la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou, puisque tous les événements vont se dérouler, n'est-ce pas, voilà, au niveau du chef-lieu. Alors d'abord, on va parler du novembre bleu. Alors on parle d'octobre rose, on parle de novembre bleu, on attribue des couleurs. C'est vrai que c'est très symbolique, mais ça porte beaucoup de sens, n'est-ce pas? Bonjour, merci pour l'invitation. Alors pour ce qui est de l'octobre, après l'octobre rose, effectivement, là on passe au novembre bleu. C'est vrai qu'on a toujours tendance à parler un petit peu du cancer de la femme, mais il ne faut pas oublier aussi le cancer chez l'homme. Le cancer de la prostate, effectivement, il commence à prendre de l'ampleur. Il est classé 2e à l'échelle nationale. On a chaque année. Après celui du cancer du sein. Après celui du cancer colorectal chez l'homme. Chez l'homme, c'est le cancer colorectal. Le 2e, c'est le cancer de la prostate. Le 3e, c'est le poumon. Là, on parle chez l'homme. Chez la femme, c'est le cancer du sein, effectivement. Le novembre bleu, l'intérêt du novembre bleu, c'est l'occasion de sensibiliser au cancer de la prostate, d'encourager un petit peu et de faire connaître l'intérêt du dépistage chez l'homme. Encourager la gente masculine à aller se faire dépister. Le problème de la pathologie, justement, à un certain âge, arrive à un certain âge, à partir de 45-50 ans, la pathologie, l'homme est exposé à faire des problèmes prostatiques, allant de l'hypertrophie bénigne de la prostate à la prostatite, et troisièmement, le plus important, c'est le cancer de la prostate. Le problème du cancer de la prostate, c'est qu'au début, les symptômes sont discrets. On ne ressent rien. Comme tout autre cancer, voilà. Ils sont très silencieux, très silencieux, il n'y a aucun signe clinique, voire même absent. Après, quand ça commence à faire des signes, généralement, c'est des signes urinaires. Le patient vous rapporte la notion, il n'arrive pas à uriner correctement, il urine plusieurs fois par jour, il a des petites douleurs au niveau du dos, et c'est des signes, des symptômes qui sont similaires à l'hypertrophie de la prostate, qui est une pathologie bénigne. D'où l'intérêt de se faire dépister régulièrement. Et c'est à partir de quel âge que les hommes... C'est à partir de 45 ans, voire plus. C'est un simple examen clinique et un simple bilan biologique. C'est un bilan sanguin, c'est un petit prélèvement sanguin en dose la PSA, qui c'est la PSA qu'on dose chez l'homme. Parmi les facteurs de risque, c'est vrai qu'il y a le facteur génétique qu'on peut inclure, il y a les formes familiales, il y a aussi le mode de vie, le tabac, l'alcool, et certaines, il ne faut pas oublier avec le régime alimentaire qui est un petit peu, qui n'est pas vraiment... C'est l'hygiène de vie d'une manière générale. L'hygiène de vie en général, surtout le tabac et l'alcool. L'intérêt du dépistage, comme tout cancer, plus on dépiste précocement, plus le traitement, plus les chances de guérison sont
importante. La prise en charge, se fait effectivement de façon beaucoup plus facile. Beaucoup plus voilà, facile. beaucoup plus concluante. Voilà, on améliore la prise en charge. On a plus de chances d'avoir une efficacité thérapeutique. Et puis, on a plus de chances effectivement d'avoir des cas d'assurer un petit peu la guérison aux patients. Donc, c'est là l'intérêt de se faire dépister. Et pour ce qui est de la campagne faite pour le novembre bleu, ça va se faire au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, effectivement. Je pense que la télévision algérienne a lancé une campagne de dépistage, de sensibilisation en collaboration avec le ministère de la Santé. La direction de la wilaya Tizi Ouzou organise une campagne de sensibilisation qui va s'étaler sur 3 jours consécutifs, le 17, le 18 et le 19. Ça va se faire au niveau chef de wilaya. Il y aura des campagnes de sensibilisation avec la participation de plusieurs établissements publics et privés, en l'occurrence le HP de Chahid Mahmoudi. Il y aura des journées de sensibilisation au niveau du chef-lieu de wilaya, au niveau de la placette, c'est l'ex-mairie de Tizi Ouzou, plus au niveau du CHU de Dir Mohamed. Tous les patients, toute la catégorie masculine qui va se présenter sera orientée au niveau du CHU pour un dépistage examen clinique, plus des bilans biologiques. C'est un bilan sanguin très simple à faire. Donc ça va se faire au niveau du CHU Mohamed Ndel de Tizi Ouzou. Donc c'est accessible à tous, gratuitement. Gratuitement, effectivement. Nous invitons d'ailleurs la population à se présenter massivement. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Il y aura pas, c'est pas comme les autres cancers, on demande une mammographie, c'est un examen radiologique. Là, c'est un petit bilan sanguin, donc ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc on espère recevoir le maximum en fait de personnes pour un petit peu faire réussir ces campagnes de sensibilisation. Alors justement, docteur, vous êtes en train de parler d'hygiène de vie. Voilà. Alors l'hygiène de vie passe par l'alimentation, mais ça passe aussi par l'activité physique, n'est-ce pas? On a de moins en moins la sédentarité. Voilà, la sédentarité. On utilise plus le véhicule pour se déplacer, on ne mange pas bien, on mange à l'extérieur. C'est l'alimentation, on mange rapidement, on ne mange pas sainement. On s'éloigne un petit peu du régime bio, du régime alimentaire nécessaire pour garder une bonne santé. Et justement, en parlant d'activité sportive, encore une fois, pour inculquer ou réinculquer donc l'activité sportive comme une hygiène de vie à part entière. Donc il y a eu hier au niveau d'Alger l'événement du semi-marathon. Semi-marathon, effectivement. Alors il y a eu quand même une participation massive, plus de 6000 participants ont pris part à cet événement. Et donc, la télévision, nos collègues étaient présents, ils sont revenus. Alors, vous restez avec nous, on va juste voir le reportage ensemble et on reparlera par la suite. Et donc, c'est un reportage donc, qui revient sur le déroulement du semi-marathon d'Alger. Je vous laisse voir, on se retrouve juste après. Pas moins de 6000 coureurs d'ici et d'ailleurs se sont donné rendez-vous dès les premières heures du matin à Bab El Oued, point de départ du semi-marathon international d'Alger. C'est un record, à peu près 6000 participants. Je suis contente d'être ici et très fière. Il y a l'élite mondiale, il y a l'élite nationale, il y a aussi la participation du citoyen. Notre devise a toujours été que le citoyen soit acteur et non spectateur. C'est la première fois que je fais un marathon officiel, donc j'ai choisi de faire ici à Alger. C'est très bien, l'organisation, la population algérienne, c'est très chaleureuse. Je viens d'Oran pour faire le semi-marathon d'Alger. Je souhaite que tous les participants prennent beaucoup de plaisir. Et du plaisir, les participants en ont pris lors de cette course, dominée par les Kenyans, aussi bien chez les dames que chez les messieurs. Je suis heureux d'être ici en Algérie pour participer à ce marathon et je suis encore plus heureux de l'avoir gagné. Je remercie l'Algérie pour ce semi-marathon auquel j'ai participé avec beaucoup de joie et c'est une fierté de l'avoir remporté haut la main. Les Algériens eux aussi n'ont pas démérité puisque Boutar Abdelel a parcouru 10 km en 35 minutes. Il y avait un bel esprit de compétition, notamment avec la présence des étrangers. L'athlète algérienne Dihia Nasri a elle aussi franchi la ligne d'arrivée parmi les premiers. Je suis hyper comblée, je suis très contente. Il y a énormément de coureurs qui viennent un peu partout et on a besoin de ce genre d'événement pour réanimer Alger. L'épreuve a été scindée en 2 parcours, un de 10 km destiné aux amateurs et un semi-marathon de 21 km pour les coureurs confirmés. Pas de quoi faire peur aux doyens de cette compétition.
Je suis heureux et je dirais aux jeunes, venez faire du sport, participer. Une ambiance à la fois sportive et festive a marqué cette nouvelle édition qui a enregistré une importante participation féminine. Il y a une belle participation, que ce soit jeune, moins jeune ou même féminine. J'ai déjà fait deux demi-marathons et alors j'aime bien voir surtout des femmes en train de courir. L'idée c'est de ramener un peu de joie, de bonheur, de santé, du dépassement de soi. 2 champions olympiques étaient présents à cet événement pour un généreux moment de partage. C'était magnifique d'être aussi à la présence de M. le ministre Loueli. Ça prouve que l'État est toujours derrière le sport. Et le sport, c'est la paix. J'aimerais que pour la prochaine édition, le nombre des participants dépasse les 10 000 et que le départ soit donné des 58 wilayas. 10 000 participants pour la prochaine édition, un pari ambitieux pour cet événement sportif qui a rassemblé coureurs et spectateurs dans un moment de pure beauté, et ce jusqu'au point d'arriver au niveau du siège de la wilaya d'Alger. Un beau moment de partage et d'endurance, surtout, n'est-ce pas, docteur? Oui, effectivement, tout à fait. Voilà. Alors, docteur, on revient à un autre sujet, donc toujours dans le cadre de la campagne donc de sensibilisation au dépistage précoce donc au cancer de la prostate. Durant ces 3 jours, donc 17, 18, 19, vous prévoyez une caravane de sensibilisation, n'est-ce pas? Donc, en plus de la campagne de sensibilisation, on en avait parlé tout à l'heure. Il y aura participation des établissements de santé de la wilaya, plusieurs mouvements associatifs. En parallèle, le 18, il y a une caravane importante, médicale, qui va se déplacer du chef-lieu de wilaya, destination la région de Ain Hammam. C'est la Kabylie profonde, c'est une région qui est assez lointaine. Il y aura un déplacement de plusieurs médecins spécialistes, de paramédicaux, c'est toute une équipe de la santé qui va se déplacer. Ils seront accompagnés, il y aura un clino mobile, plusieurs ambulances, plusieurs véhicules aussi qui vont se déplacer à la région de Ain Hammam. Ils vont assurer au niveau de la polyclinique du chef-lieu de wilaya, ils vont assurer une campagne de sensibilisation et des dépistages. Donc il y aura des examens cliniques et nous invitons tous les hommes de la région de Ain Hammam et les environs, tous ceux qui peuvent se déplacer, à venir se faire dépister justement le 18 novembre 2026. Voilà. Alors, docteur Sinan, justement, une fois que le dépistage est fait, nous espérons que tout sera négatif. Donc, c'est ce qu'on espère toujours. Mais malheureusement, il y a toujours des cas qu'on peut détecter. D'ailleurs, c'est l'objectif principal. Voilà. Alors, dans le cas où il y aura des résultats positifs, qu'est-ce qui va se passer après? Comment va se faire la prise en charge de ces citoyens? En fait, c'est comme tous les dépistages. Quand on fait le dépistage, le but du dépistage, c'est effectivement recenser les cas positifs et de rassurer un petit peu la population et puis éduquer un petit peu l'éducation sanitaire, d'apprendre aux gens que le dépistage ne veut pas fuir. Dans certaines personnes évitent de se faire dépister de crainte de trouver quelque chose. Voilà. Non, c'est pas ça. Quand vous avez une pathologie, surtout la pathologie néoplasie, les cancers en général, pas simplement le cancer de la prostate, tous les cancers, tous les différents cancers. Si vous découvrez votre cancer à un stade au début les premiers stades, la prise en charge elle est beaucoup mieux que si vous découvrez votre cancer à un stade avancé. Il arrivera un moment où si vous arrivez à un stade quand même assez avancé, la thérapeutique ne va pas être vraiment efficace que si vous l'avez découvert au début. Donc le but de le dépistage, c'est d'habituer déjà les gens à se faire dépister annuellement. La PSHLM doit se faire à partir de 45 ans. Une fois par an, c'est annuel. C'est annuel, c'est un petit bilan sanguin anodin qui ne prend pas beaucoup de temps, ça ne va pas vraiment déranger la personne à le faire. Et puis quand si dans le cas où il y aurait effectivement des cas positifs, il y a une prise en charge précoce de ces patients. Et donc très vite, le patient est orienté vers les différents établissements. Il y a le CHU, on a le CLCC, il y a plusieurs établissements qui prennent en charge, c'est une prise en charge spécialisée. Effectivement, le volet thérapeutique relève des spécialistes, mais la prévention
Et la sensibilisation nous concerne tous. Oui. Le médecin généraliste qui est dans la polyclinique, dans le centre de santé, le médecin le plus proche, c'est le médecin de famille ou le médecin du centre de santé, le privé et tout, c'est le premier effectivement à recevoir les plaintes des patients. Il ne faut pas négliger les signes cliniques, il faut se faire dépister. Je pense que c'est le meilleur moyen d'essayer un petit peu de réduire les taux. Le taux de prévalence de ces cancers qui n'arrête pas d'augmenter chaque année. Effectivement, donc rendez-vous pris 17, 18, 19, chef-lieu de wilaya et une caravane le 18 et j'espère qu'on recevra le maximum de personnes pour réussir cette campagne. C'est ce que nous espérons d'ailleurs et surtout pour assurer une prise en charge en cas au cas où. La prise en charge assurée qu'on a les établissements, je pense que toutes les wilayas disposent de... C'est pas un problème de en tout cas, nous espérons qu'après ces dépistages, il y aura des résultats négatifs. C'est ce qu'on espère. Oui, certainement. Et puis surtout, inculquer la culture du dépistage parce que c'est déjà un but qui est très important. C'est apprendre aux gens que c'est pour ça qu'on fait un petit peu ces événements. C'est essayer d'expliquer un petit peu la pathologie aussi. Effectivement. Voilà. Donc rendez-vous pris 17, 18, 19 au niveau du chef-lieu. Merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Samira Senen, je rappelle, vous représentez aujourd'hui la direction de la santé de la wilaya de Tizi Ouzou. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Cette fois-ci, nous allons aller à la découverte des ruelles d'Alger. Et c'est Faria Al-Hamdi qui sera notre guide. On se retrouve juste après. C'est bon. Avez-vous déjà rêvé de visiter une ville où l'histoire et la modernité se rencontrent à chaque coin de rue? Alger-la-Blanche est cette perle rare sur la côte méditerranéenne. Brillante et fascinante, elle vous invite à plonger dans son univers unique au cœur de l'Afrique du Nord. Je trouve que des efforts ont été mis en place. La ville d'Alger est devenue très très jolie, très coquette. On retrouve la fameuse ville d'Alger-la-Blanche en ciblé. C'est très verdoyant. Des efforts énormes ont été faits et je suis très fier de notre capitale. Et je trouve qu'Alger est une des plus belles villes de la Méditerranée. C'est la luminosité de la ville. Le ciel, quand il est bleu, il est formidable. Les gens sont très chaleureux et ils sont accueillants. Moi, je veux dire, comme il a dit l'écrivain Jean Sénac, on lui a posé la question, qu'est-ce que vous pensez d'Alger ou d'Algérie? Je la vois belle. Je la vois belle. Le nouveau visage d'Alger est marqué par des projets d'embellissement majeurs, notamment la réhabilitation de la façade maritime et la création de parcs. La baie d'Alger, oui, mais c'est fascinant, surtout la nuit. Je trouve que la ville a très bien aménagé l'illumination. Et ils ont évidemment dépensé beaucoup d'argent, mais c'est vraiment beau. Je pense que c'est l'un des points forts de la ville, l'illumination la nuit. Ces projets visent à rendre la ville plus attrayante pour les touristes et les résidents en réhabilitant le patrimoine historique et en améliorant les infrastructures, comme le montre la promenade des Algérois. On a avancé par rapport à avant. Alhamdulillah, on a dit les travaux, on est vraiment Alger blanche. Ce qui m'a attiré le plus, l'architecture, la blancheur, le ciel, l'accueil des gens. C'est super appréciable. Déjà d'être accueilli comme ça, les gens ils n'ont pas de soucis, pas de problème à vous apporter leur assistance, à vous conseiller. Et ensuite, il y a la ville, on voit énormément de travaux un peu partout, on voit des choses qui avancent dans la bonne direction. Nous, on a visité de la Casbah, Bab el Oued jusqu'aux Sablettes. Toute cette partie de la côte a évolué énormément dans le bon sens. Donc j'ai vu l'évolution d'Alger et je la trouve extraordinaire. En 16 ans de temps et même ces 3 dernières années, il y a eu une métamorphose d'Alger, vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, on est époustouflé par la beauté d'Alger. À la fois en journée
et encore plus incroyable la nuit avec toutes les lumières, les bâtisses. C'est franchement, on en a plein les yeux. C'est extraordinaire. Pourtant, je voyage, mais Alger, aujourd'hui, c'est viscéral. J'ai absolument besoin de venir. Pourtant, je suis de Mostaganem. Hein. J'adore Mosta, mais ici, il y a une modernité. Alger, c'est la modernité, une ouverture d'esprit. En tant que femme algérienne, je me sens totalement à ma place, je me déplace, je me sens libre, j'ai aucun souci, je peux être le soir à être dans la rue, aucun problème. Et ça, j'ai besoin de cette sécurité. Je peux être à prendre un café toute seule au milieu d'hommes, aucun souci, on ne me regarde pas. S'inscrivant dans le cadre de la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale adoptée par l'État, les projets lancés comprennent le plan blanc d'aménagement urbain et de réhabilitation des bâtisses, le plan jaune de transport et de mobilité dans la capitale, le plan vert visant à restaurer les équilibres écologiques et le plan bleu consiste donc à rétablir la liaison ombilicale reliant la ville à la mer. Alger-la-Blanche vous émerveille et vous émerveillera toujours. Absolument, absolument. Avant que les foules découvrent l'Algérie, venez nombreux parce que ça vaut la peine et surtout pour manger. La nourriture est délicieuse. Voilà, effectivement, surtout pour manger avec toute la diversité culinaire que notre pays connaît. Alger aussi, venez nombreux. C'était donc Faria El-Hamdi qui s'est intéressé à Alger et donc طولت علينا بزاف comme on dit, n'est-ce pas Amina? Bonjour Amina. Merci, bonjour. توحشناك Amina. توحشك الخير نور الهدى moi aussi, là ça me manque énormément. Le décor, il est sublime, j'aime beaucoup, il est très sympa. Donc, oui. Un nouveau décor. Un nouveau souffle pour la nouvelle saison. Inch'Allah, pour la télévision algérienne. Et donc, moi, je suis très, très heureuse de retrouver toute l'équipe de Canal Algérie, notamment de Bonjour d'Algérie. On est très heureux de te retrouver aussi, Amina, et puis توحشنا هذاك الفعل الزين اللي بداو به. Alors je ne sais si tu nous as préparé quelque chose pour aujourd'hui. Très bien, donc puisqu'on va parler aujourd'hui de l'artisanat, des coutumes, des traditions, donc je commence par un beau poème d'un grand poète, un grand artiste, il s'appelle Mohamed Cherchali, il est natif de Cherchel, qui a écrit plus de 53 textes chantés, interprétés par les piliers de la chanson algérienne. Donc, يقول فيها نصابني قمري ونطير ونعلي في السما ونبقى يا مولاة العين الزرقاء ما نشوف زين وعليه نغير وتجرحني ديك الرمقة لبستي قفطان حرير وزدتي سروال الشلقة يا مولاة العين الزرقاء ومحلى الشفة بلا تعكير والخدود وردة شرقة كل من شاف زينك يغير كل من شاف زينك يحير ويبكي عليه بالشهقة يا مولاة العين الزرقاء. دونك كي تسمعي هكذا Ça me fait rappeler l'interprétation. Rida Doumaz, le grand Rida Doumaz, un grand artiste, et aussi notre grande artiste Naïma Dzeria. Voilà. Donc, il chante la beauté d'une femme. Non, il chante la beauté il décrit la beauté d'Alger, notamment sa baie splendide. Voilà, donc Dihia, ويقول العين الزرقاء c'est la baie الزرقاء الشابة. La Méditerranée. C'est Alger, la blanche. Voilà, donc notre dialecte algérien, il est considéré en ce moment l'un des plus beaux dialectes au monde. Donc le dialecte il sera présent en force ce matin. D'accord. احنا في عاداتنا الجزائريين كي نروحوا ما نروحوش يدينا فارغين. Effectivement. دونك واش نقولوا الملح. يا اخي يقول لك وحق هذاك الملح اللي كلينا كيف effectivement. نسبة يقول لك بيناتنا الملح وكي تاكلي الملح تاع واحد خلاص راهو في جيبك كما يقولوا ما يخدعك ما تخافي يخدعك. دونك انا جيتك اليوم وجبت لك جبت طبعا توت ليكيب دو كانا دو بونجور دالجيري لا باستيا ولا البسطيله.
Voilà, donc c'est pour moi? Oui, pour toi. Et tu vas goûter. Donc tu vas goûter, tu vas nous donner aujourd'hui, des impressions. J'ai pas encore pris mon petit déjeuner, donc je peux me permettre. Donc c'est un plat typiquement algérien, très réputé, très connu et très consommé aussi à l'ouest algérien, à Maghnia, à Tlemcen, Msirda, Bni Saf. Alors, Bni Saf, on le retrouve très souvent dans les fêtes de... Elle est excellente en tout cas. On le retrouve très souvent dans les fêtes de mariage, par exemple. Exactement. Donc, le bastila, elle est connue, bien sûr, elle est préparée à base de feuilles de dioule, farcie avec du poulet, mélangée avec des amandes, beaucoup d'amandes, l'oseilla, bien sûr la cannelle, donc la cannelle, et aussi beaucoup d'oignons. Donc c'est un plat healthy. En tout cas, c'est excellent. Très très bon. Donc à Bni Saf, comme Bni Saf, c'est une région côtière très belle, l'une des plus belles régions dans la Méditerranée. Donc la maman تاع العروسة, donc elle prépare صبوحي كما يقولوا, elle prépare un grand plat de bastila وتديه لبنتها الصباح. Il est dégusté par les invités juste après le ftor avec du thé ou avec des jus. Voilà. Donc tes impressions à chaud dans le houd. Voilà donc. La preuve. Tu m'as demandé de goûter, je suis en train de manger, tellement que c'est bon. C'est excellent. C'est un plat très très facile à préparer. Moi, en tout cas, c'est l'un de... C'est pas vraiment un plat, c'est une entrée. Oui. C'est l'une de mes entrées préférées que je fais très souvent à mes fermedal. D'accord. À base de poulet? Alors, pour ma part, je mélange un petit peu viande, poulet. Très bien. Et je mets aussi du raisin sec. D'accord. Et pour les amandes, je les laisse concasser. Elle prépare bien, elle cuisine très très bien. Donc, à Bni Saf, quand c'est une région côtière, c'est une région quand même, donc les habitants de Bni Saf, ils وجدوها بلي fruits de mer. Donc elle est très bien préparée avec de la crevette, avec du mérou. C'est un plat qui est vraiment succulent. Mais lorsque c'est fait avec des fruits de mer, généralement c'est pas du sucré salé, c'est juste salé. Non, شوفي, alors le bastila, quand même, c'est un plat qu'on trouve un petit peu partout dans le monde. Donc, en Algérie, la farce, elle n'est pas sucrée. Elle n'est pas sucrée. Sans sucre. Il y a le réalisateur qui se plaint de moi, il me dit j'arrive pas à te montrer à l'antenne parce que tu n'arrêtes pas de manger. C'est tellement bon. Donc en Algérie, le bastila, on ne met pas le sucre dans la farce. Donc l'intérieur, il est salé et saupoudré légèrement de sucre glace, et bien sûr avec la touche de cannelle. Donc c'est pas tout à fait sucré salé, légèrement sucré. Oui. Voilà. Donc en tout cas c'est excellent, il y a très très bon. Voilà, donc c'est un plat healthy, même les gens qui font du régime, ils ont droit à consommer et de goûter de temps en temps les merveilles tabladna. Effectivement, y revenir. Et justement, donc c'était pour... Alors, c'est une entrée au sens propre et figuré du terme, n'est-ce pas? Donc nous avons l'entrée, mais c'est aussi une entrée en matière... Merci beaucoup. Alors, on dit que c'est bourratif aussi, donc non, c'est très léger, c'est petit, c'est des mini... effectivement. Et justement... Et justement, donc on a dit que c'était une entrée savoureuse, mais aussi une entrée en matière, puisque ça fait partie aussi de l'artisanat, ça fait partie aussi de l'art culinaire. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de l'artisanat, puisqu'il y a eu le salon donc international de l'artisanat traditionnel qui a débuté donc le 9 et qui se termine aujourd'hui. Alors, avant de parler du salon, on invite nos téléspectateurs à visiter donc le salon en images, puisque Nawal Benjilali était sur place et elle est revenue avec ces images.
Plongé au cœur de l'âme algérienne et de ce trésor vivant, du 9 au 15 novembre 2025, le Palais de la Culture Moufdi Zakaria a ouvert ses portes à un événement d'une richesse inestimable, la 26e édition du Salon international de l'artisanat. Sous le thème « L'artisanat traditionnel algérien, héritage, authenticité et créativité artistique », ce salon se veut un espace de rencontre, d'échange et de transmission entre les générations d'artisans. Il sert également de levier pour la promotion économique et touristique, d'où la participation de 12 pays, la Palestine, la Syrie et la Mauritanie et d'autres. En tant qu'artisans palestiniens, on est réputé par la production de la koufia, du thym palestinien, de l'olivier et de la broderie. Et ce n'est qu'une partie de notre patrimoine. Notre but, c'est de transmettre la question palestinienne à travers le monde. Les artisans syriens sont connus par l'industrie orientale, tels que le tissage à la main, la mosaïque et l'incrustation de nacre sur bois. تنزيل أو تطعيم الصدف على الخشب مثل الشيء اللي عم نشوفه حاليا. طبعا مثل ما شفتوا المعرض مقتصر على بعض الحرف، إن شاء الله بالسنوات القادمة راح تكون المشاركة أوسع بإذن رب العالمين. Ce salon se transforme en un carrefour magique où le passé rencontre le présent, où chaque poterie, chaque tapis et chaque bijou raconte une histoire millénaire. C'est Wiza Grim, artiste designer, orienté vers la broderie berbère, notamment sur l'habit traditionnel et aussi sur l'habit quotidien. Donc on essaye d'apporter une touche moderne aussi, mais toujours avec de la broderie berbère. J'ai eu une grand-maman tisserand, j'ai eu mon autre grand-mère qui a fait de la poterie, et puis par la suite ma mère qui est modéliste, styliste. On va dire que c'est un peu grâce à elle, j'ai repris le flambeau de maman. Nous, quand on fait l'habit quotidien, on inclut la broderie, c'est pour un peu inciter justement cette nouvelle génération à porter notre habit. Ça peut être lourd de porter pour eux un habit traditionnel avec l'ancien modèle, mais là, en inculquant ce patrimoine-là sur l'habit quotidien, là, on incite justement cette jeunesse à s'intéresser à cet habit. Et je pense que ces derniers temps, quand même, il y a un engouement de la jeunesse. On le voit à travers les réseaux, beaucoup de jeunes qui participent à la promotion de notre culture à l'étranger. Une grande fête d'artisanat laissera derrière elle bien plus que le souvenir éphémère d'une manifestation. Elle aura été un vibrant témoignage de la vitalité d'un patrimoine qui, entre des mains expertes et des cœurs passionnés, continue de se transmettre et de s'inventer. J'ai déjà participé à plusieurs salons et le dernier était en Égypte. Notre exposition représente le bijou Chaoui. Ce salon est une opportunité de contact, d'échange, afin d'acquérir des expériences. Ce salon donc aura brillamment rempli sa mission, confirmant ainsi que l'artisanat n'est pas une simple réplique du passé, mais une richesse vivante. L'héritage, l'authenticité et la créativité, célébrés durant ces jours, ne s'éteignent pas avec la fin de la foire, mais sont désormais portés par chaque visiteur, chaque objet acquis et chaque inspiration, promis à des futures et riches éditions. Et c'est Nawel Benjilani, donc il s'est intéressé au Salon international de l'artisanat qui se déroule en ce moment même au Palais de la Culture. Et aujourd'hui, Amina, c'est le dernier jour.
Exactement, donc c'est le dernier jour, le deuxième salon international de l'artisanat traditionnel qui se déroule au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Donc, qui a commencé le 9, la clôture c'est aujourd'hui. Placé sous le thème l'artisanat traditionnel algérien, héritage, authenticité et créativité artistique. C'est cet événement très très important qui met en valeur le patrimoine matériel et immatériel algérien avec la participation d'artisans algériens venus de tous les coins du pays et aussi de délégations étrangères, donc la Syrie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte. Moi, ce que j'ai aimé dans cet événement, dans le Houda, c'est que c'est un véritable lieu de rencontre, d'échange c'est-à-dire d'avis, et aussi un endroit où les Algériens font la promotion de leur patrimoine culturel et aussi de ce qu'on appelle le siyaha. Donc, le tourisme, voilà. Donc, c'est un véritable lieu où on peut parler des traditions, où on a fait aussi la promotion des plats traditionnels algériens. Le costume traditionnel, il est présent. Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes. Les femmes, elles étaient en force, présentant en force. J'ai rencontré hier une dame donc, qui est venue de l'Ouest algérien et qui a participé avec des tableaux. Alors dans ces tableaux, dans le Houda, on trouve l'Adjar, il était présent, Mahramet el-Ftoul, Khit el-Rouh, le Karakou, le Meskia, le Qasba aussi, elle était présente. Aussi, elle s'appelle Madar Zahia, que je salue de passage, qui nous regarde en ce moment. Donc, ce que j'ai aimé, c'est que dans ces tableaux, le haïk, il était présent. Quand on parle de haïk, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le haïk existe aussi dans plusieurs régions du pays. Oui, parce que finalement, le haïk, il est étroitement lié à la bataille d'Alger. Exactement. C'est pour ça qu'on a toujours tendance à penser qu'il est propre, enfin, qu'il est typique d'Alger, mais non. Exactement. Finalement, on le retrouve. Mais le haïk, il est présent au sud algérien, il est très présent à l'ouest algérien. Mais il reste différent quand même d'une région à une autre. Justement, le Bouawina, haïk Bouawina, il était présent dans les tableaux de notre artiste, qui m'a نعرفو كامل. دونك الحايك تلبسوا المراه وتغطي كامل لو كور تاعها وتغطي وجهها وتبان غير عوينه وحده. Il existe toujours امغنيه نسا يديروا البوعوينه، يا دي جون في اللي يديروا بوعوينه ويخرجوا عرايس، voilà pour garder la tradition. Donc le haïk, il était très très présent et j'ai rencontré aussi une femme qui fait des merveilles, donc elle a participé avec des tenues traditionnelles algériennes qui ont sillonné presque le monde entier et surtout les festivals du cinéma. Donc elle a revisité les tenues tout en gardant l'authenticité. Donc cette femme, je la salue et peut-être elle sera avec nous, Inch'Allah, très prochainement dans le plateau de... Donc Nour Houda, c'est une femme qui fait des merveilles. Donc le Karakou, le Qaftan Jazairi, Qaftan al-Qadi, le Mlaya Taqsantina. Et qu'est-ce qu'elle fait cette dame? Donc elle fait participer ses tenues dans les festivals du cinéma à travers les capitales du monde entier. Et ces tenues, dernièrement, Angelina Jolie, elle s'est habillée d'un costume algérien traditionnel qu'elle a adoré et qu'elle a aimé. Et elle a tenu à garder cette tenue pour dire que notre quand même costume traditionnel dans le monde entier. Donc il a voyagé à travers le monde. Il était présent, très présent dernièrement au festival de cinéma de Venise. Voilà. Donc je tiens à saluer ces femmes et cette femme.
Bien sûr, elle voulait rendre hommage à toutes ces femmes qui ont gardé, qui ont transmis toute cette richesse à travers des siècles, de génération en génération. ما لحقش هكذاك برك لأنه كاين des femmes qui ont combattu pour que cette tenue traditionnelle تلحق لينا اليوم. Et puis avec l'âme algérienne, الروح تاع الجزائر. Voilà. Donc moi je... Oui. Alors, justement, Amina, tu parlais du festival de cinéma. Alors, le cinéma revient en force hein, en Algérie. On assiste à plusieurs festivals à travers plusieurs régions. Exactement. N'est-ce pas? Annaba, Oran. Le dernier en date, c'est Oran, le festival d'Oran. Et en ce moment, le festival du court-métrage qui se déroule à Timimoun. Oui. Voilà. Alors, ça te dit d'aller faire un petit tour? Absolument. C'est la période du tourisme au sud algérien. Du tourisme, ça arrive. Effectivement, l'Oasis Rouge. Alors, nous allons aller du côté de Timimoun découvrir ce festival du court-métrage qui se déroule dans cette ville. On se retrouve juste après. Après l'inauguration officielle en grande pompe du premier festival international du court-métrage de Timimoun, ouvert par la ministre de la Culture, Madame Melika Bendouda, أعلن من هذا المنبر عن الافتتاح الرسمي لمهرجان تيميمون للفيلم القصير في طبعته الأولى. Cette première journée de projection et de compétition s'annonce prometteuse avec 5 courts-métrages proposés dans la catégorie documentaire. Le Sénégal, invité d'honneur de ce festival, se démarque avec le film Bataille contre l'oubli du réalisateur plusieurs fois primé, Abdulaziz Bass. Un petit soulagement à travers les visages des fans. La Coupe du Monde, quand le Sénégal a fait un parcours incroyable en battant bien sûr la France en match d'ouverture pour une première participation, et le Sénégal a fait vivre toute l'Afrique. Et 3 mois plus tard, il y a eu ce drame qui a marqué tout le pays. Voilà. Et puisque le Sénégal est un peuple où on évite parfois d'aborder des sujets qui sont sensibles, et les gens n'en parlent plus, évitent le débat sur ce sujet, et la nouvelle génération ne connaît pas cette histoire. Et moi, je m'étais fait la promesse de faire un film sur ça après mes études de cinéma. C'est ça qui m'a poussé à faire ce film. Pour la compétition nationale, 5 autres films ont été proposés, dont El Breya de Mourad Gadouche et Inconnu, le premier court-métrage d'Ahmed Zitouni, qui endosse la casquette de réalisateur. On a tourné sur Alger. On a fait une semaine de tournage sur Alger. Le réalisateur, c'est Mourad Gueshoud, le fils de Aïda, la fameuse Aïda Gueshoud. Le film, il porte sur une histoire dramatique familiale. Voilà, je joue le mari de celle qui porte l'intrigue du film. Nous, les jeunes réalisateurs, on est là pour montrer nos premiers films. Par exemple, moi, je réalise mon premier film, donc je saute de l'acting à la réalisation. Donc c'est une nouvelle expérience, une super belle expérience. J'espère que ça va durer encore et je réalise d'autres films. Il est à préciser que près de 15 courts-métrages seront projetés tout au long de ce festival dans la catégorie compétition nationale. Voilà, c'était donc Mounia Fayed qui était sur place et qui nous a rendu compte donc du festival du court-métrage, voilà, du court-métrage de Timimoun. Voilà. Donc Amina, on revient au Salon international de l'artisanat donc la clôture est prévue pour aujourd'hui. Oui, moi. Alors, il faut aller nombreux. Exactement. Il y avait un monde fou hier. Voilà, il faut aller moi, nombreux. j'ai eu l'honneur et le plaisir de visiter le salon hier. Et donc, moi, je conseille à tout le monde et je demande à tout le monde de visiter le salon. C'est vraiment... on a une grande richesse. Et c'est vrai, l'Algérie, c'est un continent, c'est un continent. Donc, il faut aller nombreux aujourd'hui, il faut puisque c'est la clôture. Il faut transmettre. Et il faut être fier aussi d'être algérien. Surtout, effectivement. Il faut être fier vraiment d'être algérien. Effectivement. En tout cas, Amina, ça a été un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup pour la très très savoureuse. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on te retrouve très bientôt, Amina. Moi, je voulais juste saluer toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, mon amie Myriam, Amal Almi, Faiza Wadi,
aussi Yazid et bien sûr Nour Houda, mon ami Nour Houda, et toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, y compris et les la réalisateurs aussi qui nous permettent quand même, tout le monde. Les régissettes qui nous permettent quand même moi, c'est vrai que j'ai gagné des collègues. Enfin, c'est des collègues, mais j'ai gagné une famille. Tout comme nous, on t'a gagné, nous aussi. En tout cas, merci beaucoup, Amina. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Ça te dit un petit voyage dans le temps à travers la musique? J'adore. On va aller à 1991. Quand même. 1991, un moment nostalgique presque pour 34 écouter. ans. Oui, plusieurs générations, deux générations environ. Et on va aller apprécier donc un extrait de l'association de Mousselia lors d'un concert qu'ils ont donné. Je vous laisse voir. Donc, appréciez cet extrait, on se retrouve juste après. Les femmes, elles étaient belles. شوفي معايا. عقلي لحم التاج الكرام طلع صاب صلوا على بدر القوام من شعشع نوره واستواه مول التاج ومول اللواء جناب ملاح جناب كتب ملاح خلق الله في شروط وابذن وهبت الرياح عقلي لحمت الكرام طال صعب خزن بصوات المصطفى من يدي حبيا بحر مول الكعبة المشرفة مول الختم وضاح مول الختم وضاح اسمي سيف جن الطفا فيكم راني مداح عقلي لحمة تاج الكرام طال صاب جناح طال صاب جناح طال صاب جناح عقلي لحمة تاج الكرام طال صاب جناح Voilà, c'est un extrait donc de Mousselia et c'était en 1991. Alors, l'une des membres de l'association, on l'a vue sur cette vidéo et elle est parmi nous ce matin et elle est toute ravie, n'est-ce pas? Surprise, ravie, heureuse. Cette bobine, je m'en souviens quand on a fait la soirée, je m'en souviens très bien, mais je ne l'ai jamais vue. Je ne l'ai jamais vu à l'écran, mais c'est un super souvenir. Ah, mais je suis sûre que tous mes camarades sont ravis de revenir à cette époque-là. Ah non, je ne l'ai jamais vu la bobine. J'avais quelques photos de la soirée, oui. Mais non, c'est vrai qu'il y avait les caméras. Ah, c'est bien ça.
Super, merci. Ça a été un extrait qui a été choisi par la régie, juste pour vous accueillir. Merci Madame beaucoup Fazilet. la régie, merci à tous ceux qui ont fait ce travail, parce que franchement là, vous ne pouviez pas me faire plus plaisir. Des choses que j'ai jamais vues. Alors, en objectif plus avec atteint. Ahmed, et c'est du religieux, c'est formidable. Objectif atteint aujourd'hui, Madame Fazilet. Absolument, 100%. J'avais votre bonus. En tout cas, marhaba bik, ça nous fait Nicolas vraiment Yaïch, plaisir de merci. vous recevoir. Vous l'auriez compris, Merci. Ahmed est déjà parmi nous. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment ça va? نبيع أحمد نبيع. واش تبيعي؟ نبيع. هو بيعي. نبيع. Voilà. Dites tout. Moi, je dis toujours que les téléspectateurs font partie de la famille de Bonjour d'Algérie. Ce sont nos amis, ils doivent tout savoir. Et bien, si Madame Fazilet est parmi nous aujourd'hui, on devait la recevoir le week-end dernier. Et bien, c'est Ahmed qui nous a dit non. Vous la programmez avec moi et nous passerons ensemble. N'est-ce pas, Ahmed? Parce que, bon, bien sûr, Fazilet et Fazilet, on n'a pas à la présenter. الله يبارك ربي يحفظها ربي وعمرها ان شاء الله يعطيها صحتها. Et puis bien sûr elle a été surprise, mais moi aussi j'ai eu ma petite surprise, enfin ma surprise au salon du livre. Le seul et unique livre qu'il y avait sur la musique algérienne, c'était le sien. Alors je voulais que tu nous racontes justement l'anecdote lorsque tu as rencontré Madame Fazilet sur place. Exactement. Parce qu'en fait je trimballais, donc je tombe sur un ami, Bilal. Il me dit, ah, Ahmed, est-ce que tu as vu le livre de... Je lui ai dit, quel livre? Il y a un livre sur la musique qui a été publié par Madame Fazilet. Ah, il faut que tu le vois, il faut que tu le vois. Alors, tu me montres où est-ce qu'il est ce livre. Et là, donc il m'accompagne, on arrive au stand et c'est Madame Fazilet. Donc je vais la voir, Madame Fazilet, salam alaikum, comment vous allez? Wa alaykoum salam, marhaba, la bas, alhamdoulilah, à qui ai-je l'honneur? Ah. Ça faisait des années que je rêvais de le rencontrer. En fait, elle avait écouté l'une des émissions sur la chaîne 3, je crois, c'est ça? Oui. Donc, elle avait beaucoup de questions. D'accord. Donc, elle est curieuse. Donc, finalement, Madame Fazilet, vous avez mis un nom sur un visage, vous le voyez déjà à la télévision? Non, justement, parce que j'ai découvert Ahmed Grigahsen quand il parlait, il faisait les émissions avec Monsieur Chekat dans les Comprendre l'Islam, et un sujet particulièrement pointu, la détermination des heures de prière. Alors là, c'était un monde. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Après, j'ai su qu'il était physicien. Bon, j'ai compris un peu la complication parce que mon frère est physicien. Donc, je rentrais dans un monde que je regarde de loin parce que j'y comprends pas trop grand-chose. Et je me suis dit, il faut que j'aille poser des questions. Il faut que je trouve Ahmed Grigahsen. Et après, j'ai compris son intérêt pour la musique aussi parce que... Il ne le dit pas souvent, mais il a un super livre qu'il avait sorti en 2017 avec Reda Bastani. Mais bien sûr, 2017. Sur le Mouloudiyat. Sur le Mouloudiyat. Oui, le livre bleu qu'à chaque fois, tu le connais. Mais tu ne m'avais pas dit que tu... mais si. Ah ben voilà, donc c'est moi qui vois la mèche. Eh ben voilà, parce qu'il le présente à chaque fois. Et il parle toujours de la Mérida, mais jamais de lui. Mais c'est lui il a travaillé en collaboration avec lui, donc il faudra peut-être en reparler, représenter, parce que le sujet est particulièrement intéressant, c'est le Mouloudiyat, qui nous sert à nous aussi en chant profane. Pour on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais pour ces histoires de mélodies qui sont chez les unes, qu'on peut récupérer chez les autres, etc. etc. Et justement, aujourd'hui, si vous êtes réunis sur ce plateau, c'est justement pour revenir déjà sur votre livre. Alors, c'est une anthologie de la musique classique algérienne, le chant féminin d'Alger. Alors, c'est un travail de recherche, finalement, que vous avez fait, un travail didactique, j'ai envie de dire. Mais aussi, Ahmed, aujourd'hui, tu t'intéresses exceptionnellement à la musique aujourd'hui. N'est-ce pas? Alors, on va essayer de faire les choses de façon chronologique. On va aller à la musique, ensuite plutôt à l'histoire, et on arrivera donc au chant féminin. Alors, Ahmed, d'abord, je voudrais te poser une question parce que à chaque fois tu reviens sur ça, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'en parler. Aujourd'hui, on en parle. L'appellation de la musique elle-même. Alors, nous, habituellement, on dit musique andalouse, musique savante, musique classique algérienne. Et finalement, quelle est l'appellation exacte de notre musique? La grande question, c'est comment l'appeler les anciens. Donc, les anciens, ce qui veut dire les Algériens d'avant la colonisation, donc avant 1830, comment ils l'appelaient. On a quelques écrits, quelques bribes par-ci par-là. Par exemple, à Alger, ils l'appelaient l'Ala. Du coup, quand il y avait les fêtes, ils disaient « Rak ma'aroud l'Ars, kain l'Ali ou la ma kanch l'Ali ».
Donc ça veut dire que on le dit jusqu'à présent, mais jusqu'à ça fait, enfin du moins jusqu'à notre génération, donc on connaît le terme. Mais maintenant le terme andalou, il est un peu consacré, donc la musique andalouse. Et bon, bien sûr, je suis parti fouiner qui est à l'origine de ce nom, qui a donné cette nomination à cette musique. C'est au 19e siècle, c'est entre le 19e, début du 20e siècle, c'est Edmond Yafil. Edmond Yafil, c'est un Israélite algérien donc, qui a appris la musique chez quelques grands maîtres. Et quand il a commencé à publier, donc il faut que les gens comprennent exactement ce qui s'est passé. C'est lui qui a au début le premier donné la nomination. Reina El-Endel aussi l'a appelé comme ça dans ses publications. Et puis plus encore, donc encore plus grave, qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti inscrire son livre au dépôt légal. Ce qui veut dire que les Algériens ne pouvaient plus chanter leur propre patrimoine sans payer des dividendes à lui ou à sa famille, ses héritiers par la suite. Et c'est ce qui est dit par Omar Rassim dans l'un de ses articles qu'il a publié à l'époque. Donc il dit, donc c'est notre musique, notre patrimoine et on ne peut plus le chanter parce que tel l'a enregistré sous son nom. Et bon, il y a aussi les écrits de Bechtar Zillah quand il parle, donc il parle de la lignée, donc la transmission, il donne quelques noms très importants. Donc il y a Cheikh Menemech, il y a le Hajj Brahim qui était musicien attitré de Day Hussein, il y a Cheikh Menemech, il y a Cheikh il y a eu Sfinja, il y a Bent Fahi, exactement. Bent Fahi après Sfinja et on descend. Voilà, exactement. Donc tout ça, on a quelques noms, on a quelques photos, mais des fois, quand on n'a pas l'histoire écrite, donc on est obligé de revenir au document, sinon on va questionner ce qu'on appelle le questionnement de l'intérieur. Donc on va au texte et essayer de trouver qu'est-ce qu'il y a dans les textes. Donc dans les textes, on trouve Mzrna. Donc ça veut dire que, donc voilà, dans les textes on trouve les noms de quelques tobos et de quelques noubettes, donc Dil, Maya, Hssin, on trouve, donc c'est des choses on trouve aussi les noms de quelques instruments, donc on retrouve. Maintenant, est-ce que cette musique est arrivée chez nous, donc venant de l'Andalousie? Est-ce que c'est vrai? Moi, je pose la question, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, des gens qui sont catastrophés parce qu'ils viennent de perdre leurs enfants, leur famille, ils viennent de perdre leur terre, ils viendraient en Afrique du Nord en chantant. Et en plus, en chantant des mélodies joyeuses. Normalement, c'est des gens menkoubines, comme on dit. Donc, normalement, s'ils chanteraient quelque chose, ça serait du fado, quelque chose de très triste, parce que c'est la perte. Il y a beaucoup de nostalgie. Mais on n'aurait pas eu tous ces textes. Et puis, quand on va plus loin, donc, on cherche, on trouve en Afrique du Nord comme quoi il y avait des chanteurs, il y avait des chants. Aussi, d'un autre côté, si le maître de tout ça, à l'origine de toute cette musique, c'est Ziryab, Ziryab, il est venu de Bagdad. Ziryab a ramené le patrimoine de Bagdad. Puis Ziryab, avant de partir en Andalousie, il a fait 1 an d'enseignement de musique à Kairouan. Donc chez les Arlabides, il a enseigné. Donc, et puis on a bien sûr d'autres, on a des preuves aussi que chez les fuqaha, donc à chaque fois il y avait une fatwa qui disait que le oud, que ceci, ils donnent des noms d'instruments, ils donnent des noms des fois de mélodies, comme quoi c'est licite, c'est pas illicite. Donc on a des preuves indirectes comme quoi il y avait de la musique qui était pratiquée en Afrique du Nord. Donc c'est pas un peuple qui est resté sans festoyer jusqu'à ce que viennent les Andalous en 1492 après la chute de Grenade pour leur montrer de la musique. Il y a aussi quelques informations dont il faut être prudent. Par exemple, quand on dit qu'il y a les 3 écoles, Alger, Constantine et Tlemcen, ça viendrait de Séville, de Cordoue et de Grenade. Ça, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien d'écrit et tout ça. C'est Boudali Safir qui a imaginé ça, qui a dit, et il a même dit, il a demandé aux gens d'aller le vérifier. Il a dit c'est très largement répandu. Exactement, mais ce n'est pas vrai. Mais il n'y a aucune base. Il n'y a aucune base historique. Voilà. Et puis, ce matin, je regardais Adjarat Lin-Nadiri. Oui. Quand on regarde rien que le texte, est-ce que vous vous rappelez du texte Adjarat Lin-Nadiri, donc, c'est une pièce, donc on ouvre le verre, on le ferme et la fermeture, on l'inverse pour ouvrir le verre qui suit, etc. Donc, c'est une pièce magnifique, mais elle est anonyme.
Oui. Et on la trouve qu'ici à Alger. On ne la trouve pas ni dans le Malouf ni ailleurs. Donc, et cette pièce, par sa structure, par sa géométrie, par sa beauté, j'imagine mal que si elle a été écrite par un grand poète andalou, il dirait qu'il n'en revendiquerait pas la paternité. Oui. Donc normalement, on devrait... Il y a des pièces merveilleuses. Donc, et puis quand on voit par exemple les grands mouachihines de l'Andalous, les Sandin, le Khatib, Ibn Zumruk, l'Ahmad Titalli, Ibn Zohr, etc., on connaît, on a leur collection de poèmes. Très peu de leurs poèmes sont chantés. Normalement, si on chanterait quelque chose d'Andalousie, on chanterait les poèmes des grands maîtres. Mais pourquoi on ne trouve... Et puis, quand on compare les différents répertoires, le Malouf libyen, le Malouf tunisien, le Malouf algérien, quand on compare avec les textes de l'Algérie du centre et de Tlemcen, donc il y a bien sûr des chevauchements, mais il y a aussi beaucoup de quelque chose qu'on retrouve pas chez les uns et chez les autres. Donc ça veut dire que c'est le génie local, conjugué, bien sûr, il n'y a jamais eu de rupture entre l'Andalous et l'Algérie dans notre cas, donc il n'y a jamais eu de rupture, donc il y a eu beaucoup d'échanges. Le plus grave, là, dernièrement, j'ai vu un théoricien qui a dit que toute cette musique viendrait de la musique religieuse chrétienne. Donc quand j'ai vu le bonhomme, en comparant quelques... Mais moi je trouve aussi que par exemple, on trouve du mzmoum dans le chant en Kabylie, donc on trouve des tobos. C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal, il y a des échanges, il y a des influences, mais ça ne veut pas dire que ceci et cela. Donc tirer ce genre de conclusion, des fois c'est pour plaire, des fois pour se distinguer, mais à chaque fois on doit revenir au texte. Donc Madame Fazila dans son livre, elle est revenue à un manuscrit, donc c'est un manuscrit qui a été, c'est ça. Donc plusieurs manuscrits, donc ils ont comparé pour arriver au résultat, pour corriger les textes, et c'est comme ça qu'on fait. D'ailleurs, à propos des manuscrits, si je puis me permettre, je voudrais rajouter une petite chose concernant le travail qu'a fait Yafil. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est dommage, et moi j'aime bien le rappeler quand je rencontre du monde ou avec mes camarades, que Yafil, il n'a strictement rien inventé, il a fait quelque chose qu'il ne dit pas, il a collecté les kunnash, tous les manuscrits qu'il y avait dans des familles de l'époque. Il ne donne pas ses sources, il ne donne jamais ses sources. Il n'a jamais dit la famille Intel m'a donné, m'a prêté, m'a vendu, m'a confié. Et en fait, il a récupéré de très nombreux manuscrits qu'il a rassemblés, bon, avec l'aide de personnes qui connaissaient plus ou moins la langue arabe, qui connaissaient plus ou moins la musique, faut le dire, parce que ce n'était pas forcément que des spécialistes autour de lui, mais l'ennui c'est qu'il n'a pas donné les origines de ce qu'il a puisé, et il se les a attribuées. Alors après, bien sûr, ça devient, le manuscrit Yafil, c'est l'essentiel. Mais ces manuscrits-là, nous les avions dans nos familles, dans nos villes, dans la Casbah, dans tous les endroits possibles, bien avant. Donc effectivement, le travail de collecte est indéniable. Merci, c'est vrai, il l'a fait. Mais le manque de sources. Mais il ne donne pas ses sources, et c'est ça qui nous met un peu sur la faim, parce qu'on aurait aimé savoir, ça il l'a eu de tel, et parce que si un tel avait tel document, ça nous permettrait, comme dirait de remonter plus de loin remonter, on remonterait l'histoire un peu plus. Et puis juste un petit mot concernant Zériab, j'avoue que je suis assez un peu sceptique par rapport à tout ce qu'on attribue à ce personnage, je veux bien, oui, mais dans l'histoire même de Zériab, il y a des périodes où on ne sait pas trop où était Zériab, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, et il y a des documents, il y a des écrits relativement importants sur la musique où il n'est pas cité du tout. Donc, parfois, il est cité juste une phrase. Donc, le réel travail, le réel apport de ce monsieur, moi, je veux
je veux bien. Mais après lui, il y a eu quand même Ibn Bajjah qui a fait beaucoup, Ibn Bajjah. Mais lui non plus, on ne le connaît pas. Enfin, on ne connaît pas particulièrement le travail en musique. Ibn Bajjah, il est cité. Il y a une phrase de Ibn Khaldoun, il dit clairement que les mélodies telles qu'on les connaît maintenant, c'est celles qu'a inventé Ibn Bajjah. Et de là, des gens ont fait des généralisations terribles. Absolument. Ils ont fait des extrapolations pour dire que oui, tout viendrait d'Ibn Bajjah. Mais il faut le prouver, donc je ne pense pas. C'est comme quand on dit que Platon, donc la philosophie, c'est tout Platon, donc c'est lui qui a tout inventé. Mais bien, on sait que Platon a passé 30 ans à Sumer, donc à Babylone, donc que toutes les idées, il n'a pas pu les inventer, il n'a pas pu inventer tout ça. Donc il a eu aussi des maîtres qui l'ont inspiré, même Ibn Bajjah. Et puis quand on voit la diversité aussi de la musique chez nous, donc entre les écoles de Constantine, d'Alger et de Tlemcen, il y a beaucoup de diversité qui fait que sûrement il y a différentes origines. Certainement, et justement, c'est le manque de sources qui provoque un peu toutes ces spéculations. Pardon, juste quand Cheikh Seyed Ahmed Serré a sorti son anthologie, c'est un travail merveilleux qu'il a fait. Donc il a collecté, il a enregistré, c'est merveilleux. Il y a eu quelques maîtres contemporains qui lui ont fait aussi lui ont dit voilà, tel morceau, on ne l'a pas appris chez tel comme ça, et tel autre, on ne l'a pas appris tel comme ça. Et il a dit tout simplement, c'est de ça que je me rappelle de ça, c'est de mémoire, donc je me rappelle de ça. Mais ce qui est bien, c'est que on voit aussi les ramifications. Donc il y a cette mélodie qui est rapportée par tel, il y a une autre, il y a des sous-écoles dans l'école. La multiplicité des sources. Et ça, c'est merveilleux. Oui. Nous, donc, dans le Qsaïd, on a pour la même Qasida, on a des mélodies différentes. Il y a des gens qui ont, une fois on a changé dans une fête de Mouloud, on a adopté une autre, et on nous a fait la remarque, pourquoi vous avez changé? On leur a dit, on a deux mélodies, donc on veut conserver les deux, donc on va apprendre les deux et enseigner les deux, parce qu'il faut que les deux restent. Non, vous n'avez pas le droit de changer, mais on change pas. Ça, c'est les consciences collectives, effectivement, qui se focalisent et qui se concentrent. C'est des traditions différentes, donc on veut conserver, et il faut tout conserver. On connaît par exemple, moi je l'ai vu une fois dans un article publié en 1919. C'est une qasida, c'est une mouloudia de Sidi Ahmed bin Abdallah Zwaoui, et celui qui a mis le qiyasset, c'est Cheikh Hamdi Sabounji. Le grand maître Hamdi Sabounji qui était... Mais on ne connaît rien de ce bonhomme. On ne connaît rien. Et puis je trouve que c'est Hamdi Sabounji, il a même des disques enregistrés. Mais il n'y a aucune trace de lui. Parce que j'ai trouvé une publicité dans une ancienne revue où il y a son nom. Donc c'est une autre voie qu'on a perdue, qu'on doit retrouver. On doit retrouver encore une fois avec la recherche, avec la collecte d'informations et surtout un travail colossal, exactement comme vous avez fait. Mais avant de parler de votre anthologie qui vient encore une fois enrichir la bibliothèque finalement de la musique classique finalement. Oui, allez, musique classique algérienne. Et ça, c'est pas moi qui ai donné le nom. D'accord, donc musique classique. C'était le choix du professeur Mahmoud Bouayyad, qui était directeur de la Bibliothèque nationale. Il l'a dit clairement, c'est une musique savante, c'est notre musique classique et elle nous est propre. Donc voilà, et justement, donc la musique classique algérienne, ça vous dit de replonger un petit peu dans un moment nostalgique? Non, moi je veux bien. Vous voulez bien? Allez, un autre extrait rien que pour vous. Allez, qu'est-ce que ça va être? في الضيق لا تسلم فيه
ابن عباسي ألف شب حبك غيار كل مدى نجيه نساسي يكفي من اليمين كفاية يا الإبل والفراسي في صاحب العطايا ربي على القلوب. Et voilà, un moment fort nostalgique. Vous reconnaissez toutes les voix, vous reconnaissez. Alors, Ahmed a fait une remarque pertinente, sans pupitre. Ah oui, sans pupitre. Sans pupitre, oui, parce que à l'époque, regarde, et puis vous savez, c'est une chanson qui est très longue. Hein, et à l'époque du temps, avec M. Sarré, jamais personne n'avait droit de garder un cahier devant lui. Quand il nous donnait une nouvelle chanson, nous avions 2 répétitions. Au bout de la 2e répétition, il nous disait « Je ne veux plus voir ces cahiers ». Ou vous avez appris, ou vous sortez. Allez apprendre les textes et vous revenez. Et quand on était sur scène, pour quelque longueur que ce soit de programme, nous n'avions jamais de pupitre. Tout est dans la tête. C'est bien et c'est normal. Comment voulez-vous ressentir une chanson, l'interpréter avec toute l'émotion nécessaire si vous êtes comme ça sur votre cahier? C'est pas possible. C'est impossible. Tandis que si vous chantez, vous regardez au loin, vous regardez, le public ne doit pas vous impressionner. Vous regardez au loin, vous fixez n'importe quoi, vous êtes dans votre monde et vous vous laissez aller. Et c'est pour ça que finalement, tous les spectacles d'antan sont très percutants parce que l'émotion, elle est transmise. Absolument. Finalement, Là, et on la maintenant, ressent. soit ils ont le cahier devant eux, le pupitre, soit ils ont des tablettes et ils sont là. Alors ils chantent, il y a les gens... Enfin, mais non, mais regarde les gens. Je ne sais pas. Alors à ce moment-là, contact avec son public, mettez le prompteur, ça ira mieux, ça sera plus loin, ça se verra moins. Oui. Mais ce cahier là devant, moi ça me dérange. Ça me dérange. Il y a aussi, quand on est avec les petits, donc dans leur formation, l'essentiel c'est de leur donner du vocabulaire. Donc, et quand ils ont l'occasion avec tous ces chants, toutes ces poésies très anciennes et très riches en langue, donc ça les enrichit. Et c'est quelque chose de très important pour eux. Donc il faut qu'ils apprennent. Et au-delà d'apprendre le texte, il faut aussi qu'ils arrivent à l'expliquer. Donc il y a aussi une explication qui se fait par la suite, etc. Donc ça suscite la curiosité des jeunes, l'apprentissage, etc. Et après, ça a tout un impact sur la vie quotidienne par la suite. Donc on voit un petit peu les compétences qui sont très développées par les enfants, par la suite, quand on fait la poésie populaire, ça je regrette qu'on n'en fasse pas beaucoup plus à l'école de la poésie populaire. Vous avez tous les mots de notre langue algérienne pour chaque objet. On n'a pas besoin d'aller mélanger des langues étrangères pour parler. C'est comme ça qu'on a perdu notre dialectal. Derja, rahat. Parce qu'on va chercher des mots ailleurs, on les arabise, ils viennent de l'anglais, du français, de l'allemand et tout. On leur donne une tournure arabe et puis après on va dire « Ah oui, mais c'est comme ça qu'on dit ». Mais non, le mot existe. Effectivement, donc le dialecte est très très riche. Et dans votre anthologie, justement, Madame Fazilet, vous vous êtes concentrée sur le chant féminin d'Alger. Je peux vous assurer que notre ami Ahmed était très très enchanté. Il a dit enfin, il était temps finalement qu'on consacre tout un livre pour le chant féminin. Donc c'est vrai qu'il y a des livres quand même qui existent, mais une anthologie consacrée pour le chant féminin, c'est une première. Je pense. Oui. C'est une première, sûrement. Effectivement, c'est une première. Et justement, Madame Fazilet, ce qui est intéressant. Je ne connais pas. Sur Alger, il n'y a pas eu. Je ne connais pas. Non, je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose avant, mais il y a eu des articles, on retrouve des informations, il faut aller les chercher. Voilà, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher, oui. Vous avez fait un travail de collecte, de recherche autour donc, du chant féminin, mais ce qui est très particulier dans votre anthologie, parce que lorsqu'on parle d'anthologie, on pense directement aux anciennes voix, ce n'est pas forcément ce que vous avez fait, mais vous avez donné de l'importance à tout le monde finalement, que ce soit l'ancienne génération ou la nouvelle génération. Non, j'ai voulu donner de l'importance à tout le monde. Pourquoi? Parce que la nouvelle génération ne peut être que si l'ancienne avait été là. C'est évident. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ont pris non pas le train en route, mais ont pris la suite d'eux. Et ce qui m'intéressait, c'est
qui était là avant nous? Qui a fait quoi avant? C'est pas le chant de variété qui m'intéressait, non, c'est pas mon domaine. Et c'était ça. Et à l'époque, quand j'étais à Mousselia, Monsieur Serré, paix à son âme, Monsieur Serré avait fait quelque chose de formidable. Il avait réussi à faire entrer les filles, comme tu parlais tout à l'heure de Mouloudiyet, c'est M. Serré qui a fait rentrer les filles à Sidi Abdelrahman pour que nous ayons le droit, nous, filles, d'aller chanter aussi le Mouloudiyet à Sidi Abdelrahman. Parce qu'avant, nous n'y avons pas droit. D'accord. Donc les filles n'avaient pas le droit. Les filles n'avaient pas le droit. قال لك صوت المرأة ما يتعلاش. بصح هذاك ماشي جامع، ماشي كيف c'est pas tout à fait pareil. Mais Fazilet, le souci principal de Cheikh Serré Allah yarhamou, qu'est-ce qu'il aura dit? Il aura dit que la tradition est en voie de perdition. Oui, et la partie conservatrice de la société, c'est la femme. C'est les femmes qui conservent plus que les hommes. Donc c'est pour ça, donc c'est de l'intelligence aussi. Oui. Donc c'est pour ça qu'il a imposé que les filles viennent à Sidi Abdelrahman par souci de transmission. Exactement. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et quand il nous donnait, il nous enseignait des pièces et tout, il avait parfois référence à Ma'alma Yamna. Il aimait beaucoup Ma'alma Yamna. Il y avait des petites intonations, des petites tournures de chants, des ornementations. Il nous disait, Yamna faisait comme ça, Yamna finissait ça comme ça. Puis moi je me dis, mais c'est qui cette Yamna? Et j'ai commencé à chercher, à comprendre qui, quand, comment, pourquoi. Et progressivement je suis remontée et j'ai trouvé que effectivement Yamna était Msma'a, mais plus que ça, puisqu'elle avait dépassé le cap de Msma'a, puisqu'elle a appris à lire, à écrire grâce à Cheikh Brehmat, qui était le patron de la Médersa d'Alger de son époque, et elle a maîtrisé plusieurs instruments. Mais même avant elle-même n'est pas une génération spontanée, les musiciennes qui étaient avec elle, pareil. Avant elle, je retrouve la mention de Msma'at dans une œuvre, dans un document, enfin un livre, qui a été publié par Tawfiq Madani en 1974. Il publiait Mudhakkirat Mohamed Cherif Zahar, Naqib al-Jazair. Naqib al-Jazair qui était sous Ben Ousmane. Donc on est dans les années 1760, 65, quelque chose comme ça. Et je me rends compte que dans ce texte-là, il est fait référence au Msma'at qui s'appelait Msma'at, tambourinaire et danseuse. Il n'y avait pas d'instrument à cordes à ce moment-là, juste là. Et elles faisaient partie, elles étaient membres officiels du protocole officiel de réception du bey d'Alger. C'est-à-dire que quand un bey venait, comme il est décrit dans le livre, le bey de Mascara vient en visite à Alger, il y a toute une réception qui est faite à son accueil au niveau de la ville de Boufarik. On va au-devant de lui avec le cortège de notables, d'un tas de personnages comme ça. Et parmi eux, il y a les musiciens, dont ceux de Al-Jazairiya, comme tu disais. Et El Msma'at faisait partie du début des cérémonies musicales. Elles faisaient leur spectacle, elles se retiraient, venaient les tambourinaires turcs de l'époque et on finissait la soirée avec l'Al-Jazairiya. Donc déjà à l'époque, il y a cette référence qui est donnée dans ce livre-là. Un peu plus tard, on va vers le début du 19e siècle, on retrouve un écrit, l'épouse d'un consul britannique qui se trouvait en poste à Alger à ce moment-là. La dame est invitée à un mariage au palais. Elle est invitée et elle décrit l'arrivée de ces dames qui viennent. Elle dit, on voit arriver une série de femmes avec des instruments et elle décrit les instruments. Et là déjà, on arrive à des instruments à cordes. À quel moment s'est fait la bascule? Pardon? Quel type d'instrument? Justement, elle décrit un instrument qui ressemble à une guitare. En fait, elle décrit quelque chose qui est notre kwitra. Ce n'est pas une guitare, mais c'est la kwitra d'Alger. C'est ça. Et elle décrit quelque chose qu'elle appelle une tambouka, qui est une céramique avec une peau de bête au bout. Derbouka, voilà. Absolument. Oui. Et elle décrit ce genre de choses. Donc, mais la bascule, à quel moment les msma'at sont passés aux instruments à cordes, ça, je n'ai pas encore trouvé quelque chose qui me le dise, mais bon, je ne perds pas espoir. Et là, dans cette description-ci, on retrouve aussi la description de la danse des mouchoirs.
Elles expliquent comment quelqu'un monte. Et voilà. Et voilà, au fur et à exactement. mesure, on arrive, on monte, on revient et on aboutit à l'époque un peu plus récente de Ma'alma et de ce chant. Et donc, Ma'alma qui a complètement cassé les codes de l'époque parce qu'elle a voulu absolument s'attaquer à la grande nouba, ce qu'on appelait la grande nouba, qui était réservée aux messieurs. C'était quasiment masculin. C'était Sfinja chantait, Bint Fahi chantait. Et bien évidemment, quand Ma'alma est arrivée, toi on te laisse, qui m'a le Ghenat Ansa. Parce que le Ghenat Ansa, c'était réservé pour les cérémonies familiales. Al-Khatba, Al-Urs, Al-Hfafa, Al-Tahara, Wuldet, ce genre de choses. Yamna, ça ne lui suffisait pas. Non, je veux sortir de là, je veux faire autre chose. Et elle est allée faire autre chose. Elle a appris la grande nouba. L'avantage qu'elle avait par rapport à plusieurs de celles qui étaient ses contemporaines et celles qui l'ont suivie, c'est qu'elle a appris à lire et à écrire l'arabe. Donc elle savait ce qu'elle chantait. Elle savait. Elle a eu des échanges avec Bint Fahi à l'époque et tout, mais elle savait, quand elle s'est mise à chanter aussi bien Naqlabat que le Msaddarat et que toutes ces choses-là, elle savait ce qu'elle faisait. Évidemment, ça a un petit peu dérangé. Elle a eu le courage à l'époque, c'est vrai que je vais me redire, parce qu'il y a des camarades qui me disent toujours « Ah oui, mais toi, le Ma'alma, il n'y a rien d'autre. » Oui, parce que c'est le Ma'alma qui nous a ouvert la porte. C'est une référence. Absolument. Non, mais quand elle chante, Ma'alma, et elle a des intonations de l'époque. Non, mais quand elle chante, on écoute les notes. C'est ça, c'est à ça que je voulais en venir. Voilà, elle a des rythmes de l'époque, elle a des notes de l'époque, elle a cette facilité de bouger dans l'espace-temps qui représente le rythme. Et ça, c'est là, on rentre dans des histoires un peu plus détaillées. Parce que vous avez un rythme. Là, maintenant, aujourd'hui, on vous dit, ah, c'est rythme, c'est carré, c'est comme ça, il ne faut pas sortir de là, non. Et Ma'alma, aussi bien que les anciens de l'époque, on a les enregistrements de Sfinja, on retrouve à peu près la même chose. Vous avez ça, plus récemment, on va arriver à Ardouane. Vous avez ça. Ils ont cette facilité, ils avaient tellement la maîtrise de ce qu'ils faisaient qu'ils pouvaient faire des va et des viens, des allées, des retours, des montées, des descentes, des petites ornementations que nous sommes incapables de faire aujourd'hui. Parce que nous avons perdu la notion de ce type d'interprétation musicale. Peut-être que le dernier qui a continué à faire ça parce qu'il avait une aisance et il faisait ce qu'il voulait du rythme, c'est Ardouane Bensari, le fils de Cheikh Al-Arabi Bensari, qui a eu la gentillesse, je le dis aujourd'hui, Allah yarhamik wa sa'alik, il avait une adoration pour le chant d'interprétation d'Alger. Il a quasiment enregistré la totalité et c'est grâce aux enregistrements de Ardouane que nous arrivons à récupérer des choses qui, bon, c'est dommage, on n'a pas trop le temps d'en parler, des choses qui sont parties d'Alger vers Tlemcen, parties de Tlemcen vers Alger, ont été conservées là, perdues là, récupérées là et remises là, mais c'est un monde, c'est un monde. Et là-dedans, et ça nous a permis, grâce, là-dedans, dans ce livre, je vais peut-être aller un peu vite, c'est Ardouane Bensari a laissé des enregistrements. Si Mustafa Aboura a commencé le travail, allez va, dans les années 1895, parce que c'était lui aussi un élève de l'ENS de Bouzaria, l'école normale de Bouzaria de l'époque, il a commencé à faire le travail de lister, si j'ose dire, de répertoire, aussi bien à Alger qu'à Tlemcen, au début de 1900. Il a sorti son premier carnet vers 1911. On les a, les carnets. Et les carnets sont hyper riches parce qu'il y a les répertoires, les listes, ce qui se faisait à Alger, ce qui se faisait à Tlemcen, les annotations, qui fait quoi, qui a chanté quoi. Par exemple, on retrouve une annotation géniale, je reviens encore à ma préférée, à Ma'alma Yamna, qui faisait des va et des viens. Et bien, Ma'alma Yamna, lors de ses voyages à Tlemcen, c'est Mnawar Ben Atto qui lui a donné Kun fi Ishqa. On retrouve tout ça dans votre livre? Un petit peu. Dans les inédits, j'en parle un peu. En tout cas. Et il y a différentes autres choses. Le travail qu'a fait Sid Ahmed Serri par rapport
Parce que Sidi Ahmed Serri, avec Hamida Kateb et c'est Mohamed Lekhel, a permis aussi de récupérer un tas de choses dans le domaine du religieux. Alors, le tort de la télévision, alors le tort de la télévision, c'est toujours le temps, c'est le n'est-ce temps, pas? oui, c'est un plaisir en tout cas de partager ce moment en votre compagnie. J'espère qu'on vous recevra un autre jour, probablement pour aller sur la partie moderne, n'est-ce pas? En tout cas, ça a été un plaisir de vous compter parmi nous ce matin, Madame Fazilet. Donc, plus de détails que vous allez pouvoir retrouver dans cette anthologie. Ahmed, merci beaucoup. Merci. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre chronique. En tout cas, merci d'avoir été parmi nous. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Vous retrouverez mon ami Amal Almi dès demain à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain. Au revoir, excellente semaine à tous.